Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver comme chaque vendredi depuis presque maintenant un mois sur GCL Info pour évoquer avec vous un sujet d'actualité, un sujet chaud et débattre avec des invités de Belgique et d'ailleurs. Alors ce soir, nous allons parler du thème que vous connaissez déjà puisque depuis un petit moment, nous communiquons sur le thème de cette soirée. Donc nous parlons et nous débattons ce soir sur le thème des mariages forcés. Des centaines de jeunes filles continuent chaque année à être liées à un homme contre leur gré au nom de la tradition ou d'une image figée du rôle de l'épouse, pratique très ancienne considérée aujourd'hui comme une atteinte aux droits de l'homme par les Nations Unies. Le mariage forcé est l'union d'une personne à une autre contre sa volonté et le plus souvent avant ou autour de l'âge de 18 ans. C'est ainsi qu'on présente le livre que vient de publier Fatiha Saidi, sénatrice honoraire, un livre où elle retrace les mille et une facettes des mariages forcés qui brisent l'avenir, l'espoir de vivre et de s'épanouir de la femme issue de l'immigration. Un mal parmi tant d'autres qui rongent encore aujourd'hui nos communautés établies à l'étranger. Pour parler du thème des mariages forcés, nous recevons ce soir au cours de ce débat live du vendredi, débat devenu hebdomadaire, bien évidemment Madame Fatiha Saidi, sénatrice honoraire, ancienne députée, ancienne membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous avons le plaisir également de recevoir Madame Kalima Sfia, présidente de l'association Insoumise et Dévoilée. Et nous avons depuis la France également Madame Salah Ramdani, une jeune dame qui a souffert également du mariage forcé et qui souhaite en témoigner. Madame Ramdani, malheureusement, sa liaison n'est pas bonne et donc nous allons nous contenter d'entendre sa voix et malheureusement nous ne pourrons pas avoir l'image. Alors, tout d'abord, Madame Fatiha Saidi, euh, je voudrais d'abord vous dire merci. Merci pour ce livre que vous avez publié. Je vous dis merci parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai lu des milliers de livres, mais sans vous jeter de fleurs, c'est un livre qui m'a passionné. Je l'ai lu en une nuit et demie, tellement il était passionnant. Et puis, facile à lire, euh, facile à suivre. Moi qui a fait dans le temps une thèse en images littéraires, en métaphore, tout le livre est une image, tout le livre est une métaphore sur les relations entre vos grands-parents, vos parents, l'effet de mariage forcé. Et je vais d'abord rappeler quelques éléments de quelques passages de vos livres pour servir d'introduction au débat de ce soir. Alors je commence d'abord par les années, le début de l'immigration et vous dites quand votre père revient vous voir de temps en temps, je rappelle que vous viviez à l'époque à Oran auprès de vos grands-parents, vous dites mon père est venu d'un pays étranger et lointain pour emmener maman, ma sœur et moi le rejoindre dans un ailleurs dont nous ignorons tout. À l'approche des vacances, mon père redevenait un enfant et son cœur s'emplissait de joie à l'idée de retrouver son village, ses amis et surtout sa petite famille. Il était heureux et fier du bas de laine lorsqu'il constitué qu'il dépensait sans compter, car rien n'était trop beau ou trop onéreux pour ses proches qui l'attendaient. Donc ça, c'est le début de votre conscience en tant que jeune fille à Oran, puisque vous avez vécu votre enfance à Oran, quand votre père venait vous voir. Donc je rappelle que votre père est parti dans le cadre du protocole pour la récupération de main-d'œuvre partout en Europe et notamment en Belgique dans les années 60. Et parlez-moi un peu de cette période de votre vie. Bah, écoutez, c'est une période dont je ne me souviens que très vaguement, mais quand même avec quelques souvenirs assez forts, dont celui du départ, lorsque nous avons quitté l'Algérie, que je relate d'ailleurs dans le livre. Et puis par la suite, bien, cette partie de l'immigration, cette immigration plutôt,
j'ai vraiment cherché à l'étudier et j'ai beaucoup lu, fait beaucoup de formations pour comprendre un petit peu mon histoire et comprendre l'histoire de nos parents qui sont arrivés, comme vous le dites très justement, dans les années 60. Les accords bilatéraux entre le Maroc et la Belgique datent de février 64. Mon papa est arrivé déjà en 63 en France. Il a fait un petit passage en France et puis il est arrivé en Belgique en tant que célibataire et est revenu nous chercher en 66, ma sœur, ma maman et moi. Alors, Donc, vous parlez de votre voyage dans votre livre et le passage est extraordinaire. Je lis le hurlement poussé par l'engin que papa appelle bateau. Parce que vous lui dites, papa, qu'est-ce que c'est que ces maisons qui flottent? Alors, le hurlement poussé par l'engin que papa appelle bateau me fait penser au cri que ma grand-mère a poussé hier alors que le taxi allait démarrer. Est-ce un cri de douleur comme le sien? Je le pense guère. Et ma petite tête d'enfant tente de trouver une explication plausible à ce hurlement, car celle de la sirène qui ne me suffit pas. En fait, le monstre marin ricane sadiquement, fier de son exploit. Il arrache l'enfant à sa mère, le fiancé à sa promise, l'époux à sa femme, le père à son enfant, l'homme à sa patrie, et aujourd'hui, nous à nos grands-parents. Donc pour vous, l'immigration, c'est un ogre qui, qui arrache, qui dévore tout le monde. oui, c'est ça que j'ai voulu exprimer au travers de ce livre. C'est d'abord ces engins qui arrachent les familles de part et d'autre de la Méditerranée. Et j'ai voulu aussi exprimer une souffrance, parce que les moments d'immigration, et j'en parle aussi par la suite dans le livre, c'est aussi de grosses souffrances, surtout pour nos mamans, qui sont arrivées dans les années 60 ou un peu plus tard, et qui se sont retrouvées tout à fait esselées. C'était des périodes où l'immigration était encore très faible, et donc on voyait une, deux, trois familles arriver, mais c'était des moments de grande solitude, c'était aussi des moments de grands changements de vie culturelle. Je l'explique d'ailleurs dans l'ouvrage aussi. On part d'une maison où l'on voit le ciel au-dessus de sa tête, où il y a le soleil, où il y a les voisines, où il y a une vie vraiment chaleureuse, faite d'ambiance familiale, de fête. Et on se retrouve à Bruxelles, Dans une prison, parce que vous dites que... dans une prison, oui, dans une maison, dans un petit appartement. Il n'y a pas de ciel au-dessus de la tête. Et quand on voit le ciel il est gris, il n'y a plus de famille, il n'y a pas encore d'amis. Donc oui, j'ai voulu vraiment, par ce bateau, j'ai voulu traduire vraiment ce déchirement et voulu exprimer, vous le dites très justement, cette espèce d'animal féroce qui vient arracher avec un beuglement sadique une famille, quelques membres d'une famille à toute une famille. Alors, votre première sortie avec votre maman à Bruxelles, c'était pendant les fêtes foraines. Vous dites, Mhm. les moments forains sont de véritables chasse-cafards pour maman et un ravissement pour nos têtes qui commencent à accueillir de nouvelles images. Les souvenirs de rang s'estompent sous leur pression et commencent à renverser le rapport de force des souvenirs d'enfance. Donc là, vous commencez à vous retrouver, à aimer un peu l'ambiance qui est autour de vous. Oui, à aimer parce que papa voyait bien que nous étions toutes les trois très malheureuses, enfermées toute la journée à la maison, à attendre son retour le soir, sans sortie. Arrivé au mois d'août, donc il n'y avait pas encore d'école. Et donc, oui, la fête, la foire plutôt du midi, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, c'était juste un magnifique ravissement. Et ça aussi, nous en avons, autant ma sœur que moi, des souvenirs vraiment extraordinaires avec les jeux, avec tout ce que l'on découvrait, qui était pour nous aussi quelque chose de super magique et qui nous aidait effectivement un petit peu à chasser le cafard, à essayer, pas d'oublier, mais en tout cas d'atténuer la peine d'avoir quitté les grands-parents, qui était pour nous extrêmement important parce que c'était finalement eux qui avaient fait office de parents en l'absence de mon papa, en l'absence aussi de mes grands-parents maternels qui, eux, avaient déjà quitté l'Algérie pour aller s'établir à Oujda. Donc voilà. Alors après l'école, et d'après ce que vous racontiez, vous étiez très brillante, votre sœur et vous avez même eu
je dirais, vous avez même été la première écolière à utiliser un stylo plume. Très, très brillante, modestement, je ne le dirais pas. Mais en tout cas, j'adorais lire et Enfin, vous j'adorais avez écrire. rapidement appris le français, vous commencez à Et parler entre vous en français, ce qui absolument. agaçait un peu votre maman. On commençait même à prier. On faisait même la prière parce que nous allions à l'école catholique. Catholique, oui. Et, euh, et donc le soir, on rentrait, on faisait nos prières, ma sœur et moi, jusqu'au moment où maman nous a surpris. Et donc là, on s'est bien fait ramasser. Et donc c'était terminé. On n'a plus jamais prié, même pas en cachette. Oui. Et voilà, mais l'école, c'était vraiment quelque chose de passionnant pour moi. J'ai toujours aimé lire, aimé écrire. Et c'était, je pense, aussi un moment de très, très grande reconnaissance pour une petite fille marocaine. Je ne veux pas dire d'origine marocaine, puisque nous étions marocaines. Pour une petite fille marocaine qui venait de débarquer. Et moins d'un an plus tard, ben, je recevais effectivement mon premier stylo plume. C'était vraiment juste extraordinaire. Alors, on va passer un peu les périodes, et puis vous arrivez, la petite fille va se transformer, donc vous dites la petite fille que j'étais est devenue une adolescente particulièrement sensible aux droits des femmes qui sont bafouées sans détour. Notre fratrie s'est élargie et compte aujourd'hui 6 enfants, dont 4 garçons. Nos frères, malgré le fait qu'ils ne soient encore que des enfants, sont traités comme de véritables rois. Donc là, tout de suite, vous étiez 2 sœurs. Avec l'arrivée de garçons, vous sentez déjà la différence garçon-fille. Oui, et déjà à l'époque, j'avais déjà un petit germe féministe en moi. Et lorsque maman me disait, il faut donner à boire, apporte à boire à ton frère, qui était plus jeune que moi, donc c'était juste pas possible. Et même s'il était plus grand, c'est juste que c'était pas possible pour moi. Je lui disais non, et n'a qu'à aller servir, et n'a qu'à aller se chercher à boire lui-même. Et donc je pense que c'est déjà très 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 jeune que j'ai eu une conscience de droit en me disant, ben, c'est un garçon, je suis une fille, mais nous avons les mêmes droits. Donc pas de discrimination. Donc, pas de discrimination. Et je Alors, n'ai pas changé, au contraire, j'ai empiré. alors le jour J est arrivé, le jour où on vous annonce vos fiançailles et votre mariage. C'est notre point de passage pour le thème de ce soir, à savoir les mariages forcés. Vous avez beau pleurer, beau crier, on vous a obligé à vous marier à l'âge de 18 ans. Et je reprends un petit passage d'une ligne où vous dites: je crie la déchirure physique et psychologique qui accompagne la rupture d'hymen que je viens de subir dans le cadre d'une nuit de viol légal et autorisé. Donc c'était un mariage que vous considérez comme un viol légal et autorisé. Oui, absolument, absolument, parce que j'estime que à partir du moment où vous avez une vie conjugale et où vous avez une vie sexuelle avec quelqu'un que vous n'aimez pas ou avec quelqu'un avec lequel vous n'avez aucune affinité, ben, ça porte un nom, c'est un viol. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé de légaliser? Parce que beaucoup de personnes ont été vraiment heurtées par ce viol, pardon, légalisé. C'était pour vraiment montrer qu'il y avait un consentement de toute une société, un consentement de toute une famille et de toute une communauté. Et que personne, évidemment, ne met le terme de viol derrière ces relations sexuelles entre d'une personne avec une autre personne qu'elle ne désire pas. Oui. Là, Madame Ramdani, est-ce que vous êtes avec nous? Je vois que votre micro est fermé. Voilà, Oui, vous êtes avec nous. oui, oui, en fait, je suis. Alors, Oui, oui, en fait, est-ce que effectivement, votre, je suis toujours avec vous. d'accord, est-ce que votre récit s'approche un peu au récit que vient de nous donner Madame Fatiha Saïdi lorsqu'on lui a annoncé son mariage? Mais, bah, effectivement, en fait, je pourrais tout à fait calquer mon histoire, la transposer quasi identiquement à ce que disait Madame Fatiha Saïdi. C'est exactement le même processus et
enfin voilà, le même vécu, malgré le fait d'avoir donc moi c'était pareil, hein, c'était aussi un homme du Maroc, un cousin éloigné qui était arrivé en France. Et effectivement, lorsqu'on m'a dit que j'allais l'épouser, j'avais bien entendu refuser et re-refuser en tout cas à maintes reprises, ce qui n'a pas été entendu. Et la pression sociale, comment dire, si vous voulez, pour moi, je ne pouvais pas imaginer. Et puis, étant née en France quelque part, je pense que j'avais aussi intériorisé la question de la liberté individuelle. Donc, je ne pouvais pas imaginer que qu'en me retrouvant au Maroc, je puisse quand même me retrouver sous emprise. Oui, la liaison. Voilà. Oui, Je ne pouvais absolument pas l'entendre en fait. Enfin, je ne pouvais pas l'imaginer. Donc, effectivement, c'était un peu vécu comme une voilà, comme enfin quelque chose d'un peu aliénant, enfin un peu enfin bah, une espèce de dissociation quoi, enfin ça date une de quand, absence de moi-même quoi, on va oui, dire ça date de à quand, ce Madame moment-là. Sarah Ramdani? Ça date de quand? Alors, alors, ça a 20 ans, cette histoire a 20 ans. En fait, Ouais. c'était après ma majorité, hein, mais donc dans la famille, majeure ou pas, enfin, tant qu'on n'est pas sous la tutelle d'un homme, en fait, voilà, on n'est pas émancipé, quoi. Donc voilà, effectivement, j'avais 20 ans. Voilà, donc nous avons eu deux témoignages, le premier de Madame Fatiha Saïdi, le second de Sarah Ramdani. Karima Sfia, donc vous êtes présidente de l'association Insoumise et Dévoilée. Donc vous gérez au sein de votre association ce genre de cas, ce genre de problème. Et vous me disiez avant de commencer cette émission, ce direct, que ces cas-là, qu'on pensait un peu moins fréquents aujourd'hui, sont de plus en plus fréquents. Oui, tout à fait. En fait, moi, j'interviens dans le cadre des mariages forcés depuis 2008, donc ça fait 12 ans. Euh, Vous savez, je l'ai vécu aussi, moi, le mariage forcé. Et donc, j'ai pris la fuite, etc. Et lorsque j'ai voulu fonder cette association, je me rendais pas compte, en fait, qu'il y avait beaucoup de cas. Je pensais qu'il y en avait juste quelques-unes, sans plus. Et j'avais tendance à banaliser. Or, il n'y a pas pire que de banaliser. On ne se rend pas compte du nombre de cas qui existent encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, moi, j'en suis à 2 à 3 victimes par semaine. Pendant les périodes de vacances scolaires, c'est-à-dire les vacances de Noël, Nouvel An, les grandes vacances, on passe entre 2 à 3 par jour de victimes. Hein. Donc, c'est énorme. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Madame Fatiha Saïdi, vous pensez que c'était aussi, le nombre était aussi important que ça de nos jours? Ou vous pensez que c'est de... Très sincèrement, non, et les bras m'en tombent. Je sais qu'il y a des cas. Je savais, j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces mariages forcés lorsque j'étais députée. Et je savais qu'il y avait de nombreux cas, mais ce que dit Kalima, mais c'est juste, ça me heurte très très fort. Parce que moi, j'ai vécu contrairement à Sarah. Je pensais, j'écrivais ce livre pour en fait expliquer que quand on a vécu un mariage forcé, c'est un traumatisme qui ne vous lâche pas. Et on a beau l'avoir, on dit hein, la résilience, mais il y a quand même toujours une blessure. Et ce n'est pas une souffrance one shot, c'est une souffrance que l'on traîne toute sa vie. Et j'ai voulu l'écrire pour justement témoigner parce que je voulais aussi, j'avais pris de la distance, je voulais attirer l'attention sur cette situation. Mais ce que dit Kalima, c'est juste horrible et ça ne fait que me renforcer dans le fait que j'ai bien fait d'avoir écrit ce livre parce qu'au début, j'en avais très, très peur. Vous savez, c'est pas évident d'écrire d'abord un livre, même si j'ai écrit une autofiction. Ce n'est pas évident de se dévoiler d'abord. Ce n'est pas évident de parler de sa famille, ce n'est pas évident de parler de sa communauté. Il faut trouver les mots justes. Et trouver les mots justes, c'est pas trouver les mots hypocrites. Il faut trouver les bons mots, mais il faut trouver aussi les mots qui ne vont pas
blesser inutilement. Ça veut dire il ne faut pas écrire un livre pour se venger ou pour pas régler ses comptes avec l'un ou l'autre, avec une société, avec une communauté. Je ne pense pas que ce soit utile à ce moment-là qu'un ouvrage soit utile. Moi, j'ai voulu rester plutôt dans le factuel, rester dans la souffrance et rester aussi dans l'explication. Essayer d'expliquer pourquoi une maman en arrive qui a été elle-même victime de violence, qui a été elle-même victime de discrimination, pourquoi une maman arrive à reproduire ces gestes qui sont vraiment extra douloureux pour les filles. On peut prendre la même chose, par exemple, pour les mutilations sexuelles. Pourquoi est-ce que des mamans qui ont subi une infibulation ou qui ont subi une excision refont la même chose avec leurs filles, avec leurs petites filles? Donc c'est tout ça que j'ai essayé de contextualiser, d'abord pour comprendre moi-même et pas pour justifier, mais vraiment pour comprendre et aussi pour m'alléger au niveau de ma vie. Vous savez, aujourd'hui, je vais avoir 60 ans et c'est quand même assez paradoxal d'écrire un livre pareil après plus de 40 ans que les faits se sont déroulés. Et je pensais très sincèrement qu'aujourd'hui, ça se passait moins, mais voilà, Karima nous dit exactement le contraire. Oui, 2, 3 cas par semaine et pendant les vacances, 2, 3 cas par jour. Alors, vous savez, vous avez dû voir la bande-annonce de cette émission qui passait pendant une semaine sur Facebook et je recevais des commentaires. Et parmi les commentaires que j'ai reçus, et j'ai promis de vous poser la même question, un monsieur de Bruxelles qui me disait, mais comment les mamans de Madame Fatiha Saïdi, de vos invités, se sont mariées? Est-ce qu'ils ont, ils ont connu leur futur mari auparavant? Qu'est-ce que vous répondrez? Je viens exactement de vous répondre. Non, puisque nos mamans, pour la plupart de nos mamans, elles se mariaient de cette façon-là. Alors, est-ce qu'on appelait ça les mariages forcés? Non, je ne pense pas. Mais c'était des mariages arrangés, c'était des personnes qui ne s'étaient jamais vues et qui se mariaient. Voilà, elles étaient mariées. Et c'est ça qui joue aussi, parce que lorsqu'on en parle ou lorsqu'on en parlait avec des personnes, avec des femmes plus âgées que nous, elles disaient, mais écoute, l'amour vient après, moi je me suis mariée avec mon mari, et tu vois, ça fait 30 ans que nous vivons ensemble, on a eu nos enfants, et c'est ce que j'ai dit aussi dans le livre, la seule chose dont on ne parle pas, c'est quoi le bonheur? C'est quoi cette notion de bonheur? Vous êtes heureuse, mais c'est quoi le bonheur? Parce que quand on creuse un petit peu, vous sentez quand même que on vous dit, les personnes qui sont plus âgées vous disent oui, mais vous n'avez pas la même vie que nous, vous avez une vie plus chouette, etc., etc. Donc il y a aussi de l'amertume et il y a aussi du regret. Donc je pense que les discours sont biaisés. Tout à fait. Alors, Madame Ramdani, on va vous pousser à vous rappeler un peu ces moments un peu difficiles. Comment a réagi votre entourage? Comment vous avez pu dépasser ces moments difficiles? En fait, disons qu'au Maroc, au moment où c'est arrivé, il y avait Donc quelque vous étiez au Maroc, c'est bien ça? une Nadia un peu éteinte. Une Sarah, C'est donc. ça. Donc il y avait effectivement une Sarah un peu éteinte et en arrivant, oui, et en arrivant en France, il y a eu comme si j'avais peut-être avec mes repères, voilà, que j'ai connus depuis ma naissance. Disons que quelque part j'avais un peu repéré un peu ma personnalité d'une certaine manière, je m'étais un peu retrouvée moi-même. Et donc j'ai quelque part saisi dans cette comment dire dans cette contrainte, enfin en tout cas Mes aventures. dans ce statut de mariage, et ben voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai saisi le fait que du coup j'avais la légitimité pour pouvoir partir du cocon familial et d'aller m'installer pour étudier, tout simplement.
Et donc, je suis en fait partie dans une autre ville, m'installer pour étudier en disant, voilà, bah, maintenant que je suis mariée, je m'autorise à partir étudier. Donc, en fait, c'est simplement les études qui m'ont quelque part, qui ont été salutaires pour moi. Oui. C'est en allant justement plutôt me centrer sur la construction d'un avenir que là j'ai pu à peu près, en tout cas, restructurer et tenter de me retrouver et d'avancer en fait. Très bien. Alors, j'ai aussi reçu quelques témoignages sur la page Facebook de cette émission de dames aujourd'hui qui me racontent que quand leur père a su qu'il fréquentait euh, un jeune, de surcroît un étranger, j'ai une jeune dame à qui le père a demandé, est venu la chercher à l'école, de l'école dans la voiture et de la voiture avec son frère directement au Maroc, directement Tanger, pour la laisser chez la grand-maman. Est-ce que ce genre de scène se déroule encore, existe encore, Karima? Oui, en effet, ça existe. Nous, il nous est déjà arrivé C'est des rapts. d'aller blo- ouais, non, non, d'aller bloquer en fait une jeune fille à l'aéroport, hein, parce enfin, les parents s'apprêtaient à partir avec elle au Maroc pour la marier. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises, hein. Et puis finalement, il y en a plein qui nous contactent aussi une fois qu'elles sont sur le territoire marocain. Donc elles se connectent, elles essayent de nous contacter et puis on intervient. Ça arrive fréquemment, évidemment. Maintenant, moi, j'aimerais quand même préciser une chose. Parce que il y en a beaucoup qui ne comprennent pas en fait, surtout chez les Européens, ils se disent oui mais les mariages forcés, ça fait partie de l'islam. Or, ça fait pas partie de l'islam. L'islam interdit le mariage forcé. C'est interdit de marier quelqu'un contre son gré en fait. Tout à fait. Donc, au moment du mariage en islam, la femme doit absolument donner son accord. Ça, c'est bien connu. Et en plus, au Maroc aujourd'hui, pratiquement, les mariages forcés sont de plus en plus difficiles. Peut-être, Madame Fatiha, vous allez en parler, parce que vous avez évoqué un peu les changements obtenus dans le code familial marocain. Donc, la femme ne peut pas se marier avant l'âge de 18 ans et son accord est primordial. Et est-ce que cela a changé quelque chose depuis? Ben, écoutez, en tout cas, il a changé déjà qu'on ne peut pas prendre avant. On pouvait prendre n'importe quelle autre jeune fille et aller devant les adultes et rédiger très, très, très rapidement un acte de mariage sans même le consentement de cette jeune femme. Aujourd'hui, ce n'est plus rendu possible et heureusement. Par contre, ce à quoi on assiste aujourd'hui, et qui me semble tout aussi dangereux, si pas plus dangereux, ce sont tous les mariages religieux. Et les mariages religieux, bien, eux, ils enlèvent toute forme de droit aux femmes. Puisqu'on les marie vraiment, elles se marient avec la Fatiha, elles ont des enfants, elles ne sont pas protégées par la loi. Et ça me semble terriblement dangereux également, et ça doit aussi attirer notre attention. Et la pratique a lieu en Belgique aussi. Alors aujourd'hui, je sais qu'elle est elle est beaucoup plus cadrée parce que elle est rendue aussi interdite, mais la pratique malheureusement se fait toujours. Alors le code de la famille de 2004 a changé quelque chose. Mais est-ce que les mariages forcés n'existent pas? Non, ils existent toujours. Et je pense qu'ils ont pris aussi une autre forme. Et c'est ce que j'explique aussi dans le livre. On arrive, et le deuxième titre du livre, c'est La mécanique insidieuse des mariages forcés. C'est toute une série de manipulations. Sarah parlait d'aliénation, je trouve que c'est un bon terme aussi. C'est toute une série de manipulations, toute une série d'attraits, toute une série de fausses promesses aussi, que l'on fait miroiter à la jeune fille.
et qui finalement ne dit pas non, mais ne dit pas non plus un oui tout à fait consenti. Et donc, il y a toutes ces manipulations qui entrent en ligne de compte. Et donc, on ne peut pas dire que parce que la loi de 2004 que parce que la loi a été modifiée en 2004, que ça a tout à fait protégé les femmes des mariages forcés ou des mariages arrangés. Oui. Alors, parlons maintenant des lendemains de ces mariages forcés. Souvent, ça aboutit sur des divorces, sur des familles monoparentales. Est-ce que Madame Ramdani, vous êtes passée par là aussi? Alors moi, effectivement, j'ai pu bien heureusement divorcer sans avoir eu, en tout cas, d'enfants. J'ai pu, en tout cas, éviter, en tout cas, cet écueil. Et puis oui, effectivement, le divorce s'est fait 4 ans après ma demande, en fait, vraiment de séparation physique et totalement physique. Voilà, il a fallu attendre 4 ans. Je pense qu'il y avait aussi quelque part pour l'époux l'idée de se dire bon, eh ben moi le bénéfice que je vais en tirer de cette situation, c'est au moins de pouvoir bénéficier de papiers administratifs français. Donc voilà, je pense que ce fut la durée en tout cas qui a permis ça. Et à partir de là, on a pu concrètement officialiser le divorce. Oui. Voilà. Alors, j'aimerais rebondir, Kalima Sfia, sur les statistiques que vous nous avez données, parce que c'est hallucinant. Parce que même aujourd'hui au Maroc, le mariage forcé n'existe pratiquement plus. Alors, que dire qu'en Europe, vous avez encore des cas chaque semaine, voire des cas quotidiens pendant les vacances. Comment vous pouvez nous expliquer cela? Bah écoutez, ça se passe en général pendant les vacances parce que les parents font croire à la victime qu'ils partent juste pour les vacances, etc. Alors qu'ils ont un autre projet derrière la tête. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris en fait que leur fille a, ou leur garçon, hein, parce que le mariage forcé existe aussi chez les garçons, ont une relation avec un garçon. Donc c'est la chouma, il y a le candidaton, les gens donc qui parlent, etc. Et pour leur honneur, en fait, voilà, il faut absolument qu'ils sauvent leur honneur. Donc, ils ramènent leur enfant au Maroc, leur faisant croire que c'est pour passer des vacances. Et boum, une fois sur place, la victime a la pression familiale, donc la pression des parents, la pression des tantes, des oncles, etc. Et quand elle se retrouve en fait face à l'Adoul, ben, elle n'a pas d'autre choix que de dire oui. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas les droits du pays. Même si elles sont d'origine marocaine, elles ne connaissent pas leurs droits au Maroc, donc elles ont peur en fait des représailles, hein. Elles ont peur qu'on les laisse là-bas, qu'on les abandonne et qu'elles ne sachent pas revenir en fait. Donc au final, elles disent oui. Maintenant, moi je voulais rebondir aussi sur les actes de mariage. C'est vrai que le code de la famille a été modifié en 2004. Moi j'ai eu des dossiers, donc des actes de mariage. Imaginez-vous des actes de mariage qui ont été établis au Maroc, chez l'Adoul, qui dit, donc c'est écrit noir sur blanc, par procuration verbale. Le père marie sa fille. Sa fille est actuellement en Belgique. Donc le père revient avec cet acte de mariage qu'il a fait traduire, légaliser, etc. Il rentre cet acte de mariage à la commune et la commune l'accepte. Donc pour moi, le gouvernement est aussi responsable que les parents. Mais vous pensez que enfin, moi je connaissais pas cette pratique qui est tout à fait illégale, mais ici la commune, comment elle peut accepter un document qui fait de cette manière-là? J'ai du mal à suivre, j'ai du mal à croire que ça se fait encore et que sur... en plus, aujourd'hui, le mariage passe aussi devant un juge qui atteste aussi par un papier le mariage. Ça paraît. Maintenant, vous me direz aussi que quand on veut aboutir à un mariage forcé, on soudoie un peu à droite et à gauche. Ça arrive aussi partout.
Mais comment on peut gérer ce genre de situation, Madame Fatiha Saïdi? Votre livre est un cri de cœur, un cri de douleur. Est-ce que vous pensez qu'il va réveiller les consciences? Ben, écoutez, je l'espère en tout cas, mais il y a des associations qui font un extraordinaire travail, comme l'association de Kalima. Moi, très modestement, j'ai écrit ce livre comme une espèce de bouteille à la mer, mais je n'ai vraiment aucun mérite. Je n'ai vraiment pas attiré l'attention sur ces mariages forcés. Ça fait déjà des années qu'on en parle. Les mariages forcés aussi, aujourd'hui, dans les plans d'action nationaux belges sont devenus des priorités, ce qui n'était pas le cas avant. Et je pense qu'il y a encore du travail à faire. Ce que dit Karima, je ne le savais pas non plus, mais je pense qu'il y a encore à attirer l'attention, à sensibiliser les autorités marocaines et les autorités belges sur ces pratiques qui sont quand même des pratiques qui portent atteinte aux droits des jeunes filles et aux droits des femmes. Alors, quand Kalima a parlé d'hommes, de jeunes hommes aussi obligés de se marier de force, vous avez hoché la tête en prouvant votre Oui, accord. Donc, ça existe oui, aussi. oui, je l'ai d'ailleurs écrit dans le livre aussi. On parle très souvent des jeunes filles mariées de force, mais malheureusement, des jeunes garçons en sont aussi victimes. Et il y a une association de personnes homosexuelles à Bruxelles qui l'affirme. Et je vais être très modeste, je ne les ai jamais contactés, mais je l'ai lu en tout cas dans des articles qu'ils avaient produits. Très souvent, ce sont des jeunes aussi homosexuels que l'on essaye de mettre dans le droit chemin. Vous comprenez bien que, encore une fois, je suis dans le deuxième degré et qu'on marie alors de force parce que on veut aussi d'abord sauvegarder l'honneur de la famille. Vous savez que l'homosexualité, je ne vais pas, je ne vous invente rien, je ne vous apprends rien. C'est vraiment encore un très très grand tabou dans notre communauté, dans notre société. Et donc, c'est pour vraiment faire en sorte que ce soit tout à fait masqué et quitte à ce que le garçon mène une double vie, on s'en fiche du moment que les apparences sont préservées. Alors, Karima Sfia, comment concrètement, comment vous réagissez quand vous êtes alerté par un problème de mariage forcé? Quelle est la procédure que vous établissez? Ben, écoutez, d'abord, dans un premier temps, il faut voir s'il y a urgence ou pas. Comme la fois où on est allé rechercher une fille à l'aéroport, donc on a été contacté la veille au soir et le vol était prévu en fait à 3 heures du matin. Donc là, il faut agir en urgence. Donc j'ai appelé mon équipe parce que je ne pouvais pas moi me permettre d'aller toute seule, hein. Et donc on a pris la route direction l'aéroport de Charleroi. J'ai entre-temps, donc pendant que je conduisais, donc on a contacté le procureur du roi. Enfin, on a contacté la police de l'aéroport, etc., pour les mettre au courant et pour leur dire que notre équipe arrive et qu'il fallait absolument empêcher cette jeune fille de partir. Donc, on agit en fait dans l'urgence. Après, maintenant, si on a un peu de temps, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, on sauve la victime. Donc, on va la chercher là où elle est. On la cache. On a des familles d'accueil où on sait les héberger. Ensuite, on contacte les parents pour déjà les avertir qu'elle n'a pas pris la fuite, qu'elle est hébergée chez nous, mais qu'on ne peut pas se permettre de donner les coordonnées. Donc au départ, je vais dire le premier coup de fil qu'on donne. Donc la première fois, c'est toujours par téléphone. On ne va pas les voir, hein. Et comme ça, on leur laisse un peu le temps aussi. Donc ils sont en pleurs, ils ne comprennent pas. On leur laisse quelques jours parce que pour moi, c'est important après d'essayer de rétablir en fait les contacts. Et puis quelques jours après, on les recontacte, on essaye de discuter. Et là, c'est le chantage affectif en fait. Ta mère, elle est malade, ton père, il est malade, etc., etc. Et on laisse passer encore un peu de temps. Et là, c'est la colère. La colère, on va la tuer, on va lui faire ça, on va lui faire ça. Et puis, en laissant encore un peu de temps, en fait,
là, à ce moment-là, on peut discuter avec la personne. Donc, on essaye toujours de rétablir en fait le contact avec la famille et qu'ils acceptent que leur fille ou leur fils ne veut pas de ce mariage et ils finissent par accepter. Rien de tel qu'un arrangement à l'amiable. Parce qu'en fait, eux, ils ont vécu ça. C'est la seule éducation qu'ils ont eue, même si je ne les excuse pas, hein, loin de là. Hein. Ce n'est pas normal de marier son enfant contre son gré. Mais voilà, on essaye d'aller quand même petit à petit vers eux et au final rétablir les liens parce que c'est important. J'ai des filles en fait qui ont été bannies par la famille où elles sont restées des années etc sans contact avec la famille. Quand je dis la famille, c'est les parents, c'est les frères, c'est les sœurs, c'est toute la famille en fait. Hein. Et elles en souffrent énormément. Mais quand on rétablit les contacts, elles ont une force, elles ont envie de réussir leur vie et montrer, prouver en fait à sa famille que voilà, elle a refusé ce mariage, mais elle a réussi. Donc ils sont fiers d'elle en fait. Oui, alors, puisque vous parlez un peu de la réaction de ces... Alors, il y a du bruit, je ne sais pas si c'est peut-être chez Sarah Ramdani, puisque ma question est vers vous. Alors vous, quel a été l'après-divorce? Est-ce que ça a laissé des traces? Est-ce que vous avez réussi à vous rétablir? Est-ce que vous avez réussi à reprendre votre vie en main? Alors, je vois que votre micro est coupé. Vous avez entendu ma question, madame? Oui, Vous avez entendu ma question? oui, oui, tout à fait. Oui, j'ai très bien entendu votre question. Oui. Ce que je disais, c'est que de toute façon, il y a comme un instinct de survie qui, moi, en tout cas, moi, j'ai tenu debout. En fait. Il fallait tenir debout, il fallait avancer, il fallait dépasser quelque part ce trauma. En tout cas, l'idée, c'était de le mettre quelque part à un endroit mais qui ne prennent pas trop de place pour pouvoir avancer et puis et commencer à continuer en tout cas à se construire. Donc voilà, en tout cas voilà, il y a voilà, essayer de se centrer sur le moment présent, sur l'avenir à construire quoi. Ouais. Donc j'ai essayé de chercher, Madame Fatiha Saidi, des chiffres et des chiffres non officiels bien évidemment auprès d'un certain nombre d'avocats qui m'ont confirmé que le taux de divorce, de séparation de familles monoparentales chez notre communauté est beaucoup plus élevé que dans les autres communautés. Qu'est-ce que vous pouvez tirer de ces chiffres-là qui font peur? Surtout qu'une famille monoparentale, ça veut dire que la maman doit aller travailler, doit mettre le bébé peut-être très jeune auprès donc d'un service ou à l'école, à la garderie, que peut-être la maman, en l'absence du père, ne peut plus contrôler ce que fait son garçon ou sa fille, qui sont éduqués par la rue. Les conséquences sont énormes de ces cas de séparation dus à des mariages forcés et le nombre est de plus en plus nombreux, de plus en plus important. Bah, écoutez, c'est déjà un divorce, c'est déjà un échec. Et donc, c'est aussi un traumatisme pour les enfants, ça on ne va pas s'en cacher, même si on a parfois des formules un peu alambiquées en disant que mieux vaut un bon divorce qu'un mariage. Non, des enfants qui sont des enfants issus d'un divorce sont des enfants qui malheureusement souffrent, qui traînent aussi des traumatismes, qui traînent aussi des problèmes plus tard au niveau de leur propre vie affective et leur vie familiale. Et donc, je trouve cela tout à fait regrettable que pour des raisons d'honneur, entre guillemets, pour des raisons de quand dira-t-on, pour des raisons de coutume, de tradition, on fasse payer un si lourd tribut à une femme, à des enfants. Je trouve ça juste regrettable. Et finalement, personne ne sort gagnant ou ne sort heureux dans cette histoire. Voilà, donc il faut, je pense, vraiment nous repenser
nous repenser en tant qu'individus aussi, nous repenser en tant que libertés individuelles, parce que très souvent, nous ne sommes pas des individus dans notre communauté, nous faisons bloc, nous faisons communauté, nous faisons douar, nous faisons quartier. Donc, je pense que nous devons réfléchir vraiment à tout cela et certainement ne pas infliger cela à nos enfants. Alors, notre société change comme toutes les sociétés et nous devons l'accepter. Il y a des mariages mixtes, il y a des mariages homosexuels. Est-ce que c'est en brimant votre enfant? Est-ce que c'est en le bannissant? Est-ce que c'est en le soumettant à un mariage forcé que vous allez le rendre heureux? Non. Je pense que vous n'allez que le calmer, encore une fois, entre guillemets, le temps d'un instant, et puis surgira alors le divorce, parce que c'est juste pas possible de continuer à vivre une vie entière qui est une vie par procuration. C'est pas la vie que l'on a choisie. Ce ne sont pas les... Un mariage forcé, c'est aussi ce que j'ai essayé d'expliquer dans le livre. Un mariage forcé, c'est avant tout une espèce d'explosion de toute votre vie, de tous vos rêves de jeunes, et c'est juste insupportable d'un point de vue droits humains. Et donc oui, le mariage forcé, c'est une atteinte aux droits humains. Alors, Karima Sfia, est-ce que ces problèmes peuvent dégénérer? Est-ce qu'il y a eu de la violence dans les dossiers que vous avez traités, violence vis-à-vis de la jeune fille ou du jeune garçon par la famille, les frères, les parents? Oui, énormément. Il y a énormément de violence, hein. Fort heureusement pour moi, dans mes dossiers, je n'ai jamais eu un cas, par exemple, de crime d'honneur. Mais ça existe, ça va jusque-là. Ici en Belgique, il y a énormément de cas, hein. Il y a plusieurs exemples, hein. Il y a une jeune fille donc, qui a été assassinée à Lode-Linsart, Saïda. Mais bon, elle est pakistanaise. Mais bon, voilà, elle a subi le crime d'honneur. Une autre du côté de Bruxelles, pareil, ils ont ramené l'imam parce que elle n'acceptait pas le mariage, parce qu'elle avait un petit copain. Donc ils ont ramené l'imam qui lui a donné, je ne sais pas, des sahur, je ne sais pas trop quoi. Elle en est morte, hein. Il y a une jeune fille de Liège, c'est récent, hein, tout ça, une jeune fille de Liège qui a fini par se jeter par la fenêtre pour fuir un mariage forcé. Elle est décédée aussi. Donc il y a des drames en fait, hein. Oui, Il y a énormément de drames, hein. très bien. Alors, Fatiha, lors de notre première discussion pour préparer cette émission, je vous ai aussi parlé d'un travail que je suis en train de faire, parce que j'écris actuellement un scénario de film tiré d'une histoire vraie. Et dans ce film qui raconte les péripéties d'une jeune femme qui a été mariée de force aussi, et la maman l'a mariée de force parce que sa sœur aînée est partie avec un Gaouli, est partie avec un Belge, et la famille, le père est décédé par la suite, la famille n'a jamais accepté. Ils avaient peur que la cadette qui avait 16 ans puisse faire la même chose, et ils l'ont emmenée au Maroc pour la faire marier. Donc, c'est toute une vie qui est déchirée. C'est un drame qui touche la famille, mais qui la saigne à jamais. Absolument. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ce ne sont jamais un mariage forcé. Ce n'est pas une souffrance one shot que l'on oublie quelques mois plus tard et on se dit on passe à autre chose. C'est quelque chose que vous traînez toute votre vie. Alors, puisque vous me parlez de ce projet dont vous m'avez déjà effectivement parlé, je voudrais vraiment vous remercier parce que c'est très important pour nous les femmes que ces souffrances ne soient pas simplement portées par des femmes, que les hommes aussi, il y en a beaucoup, heureusement, il y a des hommes qui sont sensibles aux questions des droits des femmes. C'est vraiment très, très important que vous, en tant qu'homme, vous les portiez. Et je vous remercie vraiment de la porter. Avec votre regard d'homme, je pense que ce sera aussi un regard innovant et de pouvoir aussi se mettre dans la peau d'une femme et de vivre avec elle ce qu'elle a vécu. Enfin, je serai le porte-parole de la dame qui m'a raconté un peu son histoire et je vais essayer de la raconter le plus fidèlement possible. Avant de faire un tour de table pour la conclusion de l'émission de ce soir, j'aimerais m'arrêter avec vous sur un des thèmes d'un de vos livres, à savoir l'expulsion, et vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, puisqu'à un moment vous dites que vos parents ont été expulsés en 1975 d'Algérie vers le Maroc
Alors, parlez-nous un peu de ce thème qui a touché bon nombre de Marocains qui vivaient en Algérie et pourquoi aussi écrire sur ce dossier. Et j'ai le livre ici, donc le livre s'appelle Les fourmis prédatrices et il raconte ce itinéraire d'un expulsé d'Algérie. Je l'ai écrit en 2017 en ayant côtoyé pendant quelques années un monsieur qui s'appelle Mohamed Moulay, qui a près de 70 ans aujourd'hui et qui vit à Rabat et que j'ai rencontré dans différents colloques et conférences sur les Marocains expulsés d'Algérie. Alors, c'est un drame humain donc, qui s'est déroulé en décembre 1975 suite à un conflit politique entre le Maroc et l'Algérie autour du Sahara. Et ce sont les Marocains qui vivaient en Algérie qui ont malheureusement payé un très très lourd tribut. Et je trouvais que c'était aussi un hommage à leur rendre en écrivant ce livre et en faisant connaître aussi cette partie de l'histoire qui non seulement est méconnue, mais elle est tue autant par le Maroc que bien évidemment par l'Algérie. Je pense que c'est vraiment quelque chose dont il faut parler parce que c'est une douleur incommensurable. Beaucoup de personnes qui ont été expulsées sont décédées malheureusement aujourd'hui. Mes grands-parents, par exemple, sont décédés tous les deux aujourd'hui. Et c'était une espèce de devoir de mémoire et d'hommage que je voulais rendre à toutes ces personnes qui ont énormément souffert. Merci en tout cas en leur nom. Alors, on fait un tour de table, dernier tour de table avant de conclure. On commence par la France, par Madame Ramdani. Alors aujourd'hui, 20 ans après, comment vous vivez ce dossier? Comment vous voyez ce dossier des mariages forcés? Je ne sais pas si vous avez des enfants ou pas, mais que feriez-vous si votre fille vient vous présenter son futur mari, qu'il soit français, qu'il soit marocain? Quelle réaction auriez-vous aujourd'hui? Alors, bon, déjà, je vais tenter de répondre à votre première question. Effectivement, cette douleur, ce traumatisme, se répare, en tout cas, on va dire au fil des jours, mais le temps, en fait, est incompressible, en fait, comme disait Fatiha Saïdi, c'est-à-dire qu'effectivement, en fait, on en souffre toute sa vie. Voilà, toute sa vie, on porte en fait cette histoire, c'est une stigmate. Mais voilà, l'idée c'est d'accepter et que moi, comment dire, la seule réparation en fait que je trouve, c'est à travers notamment un engagement auprès d'une association. Sarah, je pense qu'on vous a perdu. Je rappelle, Sarah, vous m'entendez? Alors, j'explique, ce que j'expliquais au début de cette émission, c'est que vous êtes en dehors de la ville, vous êtes en campagne et que vous êtes dans une région où il n'y a pas beaucoup de réseaux. Voilà, vous êtes de nouveau là. Donc, vous terminez un peu votre pensée. Oui, d'accord, ok. Donc je disais que voilà, l'idée c'est que là où je n'avais pas été comment dire, en capacité d'agir, aujourd'hui j'agis justement auprès d'une association de prévention sur les mariages forcés et que même si effectivement ma famille a plutôt avait plutôt à l'époque une idéologie plutôt conservatrice, eh bien moi j'ai plutôt une vision plutôt progressiste. Alors moi, si j'avais des enfants, en tout cas, qui me présentaient quelqu'un, moi j'ai décidé en tout cas de me dire d'accepter en tout cas mon enfant tel qu'il est. Et Oui, bon, on vous a encore de nouveau perdu, mais bon, on a compris l'essentiel. Alors, Kalima Sfia, aujourd'hui, il y a les mariages forcés, il y a aussi les maris qui, après 20 ans, 30 ans de mariage, divorcent parce que la mère qui ne veut plus rentrer au Maroc, lui veut terminer ses jours au Maroc,
repart au Maroc et se remarie. Ça provoque également des incidents au sein de la famille. Alors, ce phénomène de l'immigration est un phénomène qui chamboule la vie de tous ceux qui ont décidé de vivre en dehors du Maroc. Oui, tout à fait. Et après, bon, voilà, il part au Maroc, il se marie, il vend la maison, il vend, enfin, moi, il vend tout, et il rachète autre chose, il met tout au nom de sa nouvelle épouse. Donc, il la prend beaucoup plus jeune que lui. Donc, oui, bien sûr que ça chamboule tout, même les enfants, hein, même ils sont adultes, etc. Ben, voilà, ça fait très mal, hein. Mais enfin, c'est comme ça. Alors, moi, j'aimerais adresser un message, si je peux me permettre, à nos responsables politiques belges, en fait. Ce que je veux leur demander, c'est de prendre exemple sur le Maroc. Le Maroc avance, il ne recule pas, que ce soit dans les mariages forcés, que ce soit enfin, dans énormément de choses. J'aimerais leur dire, en fait, qu'ils arrêtent de se voiler la face et qu'ils arrêtent aussi de se cacher derrière la peur d'être taxés de racistes, etc. Quand on entend un mariage forcé, voilà, il y a des lois qu'il faut modifier ou il faut mettre en place des nouvelles lois. Il faut avancer, car pour moi, ils sont responsables. Et je leur dirais, au lieu de se lamenter sur les situations en Afghanistan ou en Iran, ils feront bien mieux de se préoccuper des victimes vivant chez nous et qui vivent en fait ce genre de situation, hein, que ce soit les mariages forcés, que ce soit les violences conjugales, les violences intrafamiliales, les crimes d'honneur, et j'en passe. Alors merci pour ce message de fin très fort. Le dernier mot pour Madame Fatiha Saïdi, en dehors de l'écriture, vous êtes aussi, vous avez une carrière politique très riche. Vous avez certainement également milité pour les droits de la femme, vous avez combattu également la discrimination. Jeune déjà, vous dites qu'à l'âge de 18 ans, vous commenciez déjà à militer pour l'égalité des droits hommes-femmes. Alors, aujourd'hui, quel est le bilan, je dirais, de votre carrière politique? Quels sont vos acquis, surtout dans ce domaine de lutte contre la discrimination contre la femme? Ben, écoutez, c'est un combat que j'ai mené pendant bien avant mes 20 ans de carrière politique et c'est un combat que je continue de mener. Malheureusement, il y a encore beaucoup de pain sur la planche, comme vient de le rappeler Kelma et Sarah. Et il y a encore du travail conséquent à faire. Moi, je milite encore aujourd'hui dans une association. Vous savez que je suis socialiste et je milite au sein du mouvement des femmes prévoyantes socialistes et nous continuons encore à apporter chaque fois l'ouvrage sur le métier parce que même en Belgique, il ne faut pas s'imaginer, il n'y a pas que les femmes d'origine maghrébine ou les femmes d'origine étrangère qui continuent de subir des discriminations. Ces discriminations, malheureusement, elles sont universelles. Il y a des spécificités culturelles ou traditionnelles ou autres, mais les discriminations et les violences faites aux femmes, elles ont un socle commun qui est le socle du partenariat. Et là, il y a encore beaucoup de combats à mener. Là, vous savez que nous sommes en période de déconfinement, donc qui dit déconfinement dit aussi confinement. Nous venons de travailler, quand je dis nous, donc c'est le comité des femmes prévoyantes socialistes, nous venons de travailler sur des témoignages de femmes que j'ai rédigés et que nous allons aussi produire dans quelques semaines, dans les semaines à venir, sous forme d'un ouvrage dans lequel on relate toutes ces discriminations qui sont faites aux femmes et qui sont encore plus visibles en période de crise. Et donc ça, c'est je terminerai là-dessus. Ce n'est pas simplement les mariages forcés contre lesquels il faut lutter, c'est une lutte pour des droits humains, des droits humains et une justice sociale qui est la même pour tous, que l'on soit femme, que l'on soit homme, que l'on soit de couleurs différentes, de nationalités différentes, etc., etc. Donc moi, je lutte pour un monde plus juste et je le fais modestement. Aujourd'hui, je le fais à travers la plume et je le fais à travers du monde associatif. J'espère que je l'ai fait le plus modestement possible en tant que femme politique, mais le combat, malheureusement, est loin d'être terminé. Ben, je vous remercie. Vous venez de me souffler l'idée peut-être d'une prochaine émission, du thème d'une prochaine émission qui serait la justice sociale. Et je vous convierai fort agréablement à participer également. Donc je profite
les dernières minutes qui me restent pour vous remercier de nouveau, Madame Fatiha Saïdi, autrice du Merci livre beaucoup Par à les vous. liens forcés du mariage, Karima Asfia, présidente de l'association Insoumise et Dévoilée, et depuis Merci à vous. la France, Sarah Ramdani. Avant de vous quitter, je rappelle le thème du prochain Merci à débat, vous. du vendredi prochain. Nous débattrons sur l'amour des sportifs marocains de l'étranger pour les couleurs nationales. Et nous aurons deux invités de marque, Mustafa Haji et Abslam Ouaddou. Ce sont les pionniers, les premiers sportifs et footballeurs qui ont porté les couleurs nationales. Je vous vois sourire, Madame Fatiha Saïdi. Vous vous intéressez au foot? Je ne m'intéresse pas au foot, mais je connais quand même Moustapha Hadji. D'accord. Merci et à très bientôt, la semaine prochaine donc, pour un débat sur l'amour des sportifs marocains de l'étranger pour les couleurs nationales. Invité Mustafa Haji et Abslam Ouaddou.